Le matin de la fête des mères, ma femme a fait sa valise et a dit qu'elle avait besoin d'espace par rapport à ce mariage. 10 minutes après son départ, notre fille m'a tendu l'iPad que sa mère avait oublié de verrouiller. Ce matin de fête des mères. L'odeur du café et des fleurs de Carrefour, les vêtements du dimanche suspendus à l'étage, une valise bleue roulant sur le sol de ma cuisine, et les derniers mots que j'aurais jamais attendu d'entendre de ma femme après 27 ans de mariage. Christine a embrassé notre fille Émilie sur la joue, m'a jeté un coup d'œil comme si c'était un dimanche normal, et a dit « J'ai besoin d'espace par rapport à ce mariage, David ». Puis elle a fait rouler sa valise hors de la porte d'entrée. Je me souviens d'être resté là avec une spatule à la main, des crêpes à moitié brûlées sur la cuisinière, la graisse de bacon qui pétillait derrière moi, BFM TV diffusant doucement depuis le salon des informations sur la circulation près de la N13. Et mon cerveau a juste cessé de fonctionner. Pas explosé, pas brisé, juste arrêté comme une vieille chaudière qui lâche enfin après avoir lutté tout l'hiver. Maman, a dit Émilie depuis la table de la cuisine. Christine s'est arrêtée près de la porte mais ne s'est pas retournée complètement. Je t'appellerai plus tard, ma chérie. Ma chérie, ce mot m'a dérangé plus qu'il n'aurait dû parce qu'elle avait l'air calme. Trop calme. Pas en colère, pas émotive. Calme comme quelqu'un qui quitte un hôtel. La porte d'entrée s'est refermée derrière elle. Je suis resté là à la fixer. Puis j'ai entendu Émilie dire doucement, « Papa, tes crêpes. » La fumée montait vers le micro-ondes. J'ai éteint la plaque de cuisson et ouvert la fenêtre de la cuisine. Dehors, le quartier avait l'air douloureusement normal. Des arroseurs en marche. Quelqu'un promenant un golden retriever sur le trottoir. Des cloches d'église lointaines. Le genre de matin censé être rassurant. J'ai versé automatiquement du café dans 2 tasses avant de réaliser que Christine était partie. Une tasse est restée près de l'évier pendant près d'1 heure. Émilie continuait de me regarder attentivement. Elle a 24 ans maintenant. Une enfant intelligente, étudiante à l'université de Lyon 2. Mais à ce moment-là, elle avait l'air d'avoir 12 ans à nouveau. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. J'ai même un peu ri. Pas parce que c'était drôle. Parfois, votre corps fait juste des choses étranges quand votre vie s'effondre. Je ne sais pas honnêtement. C'était la vérité. Parce qu'une partie de moi pensait encore qu'elle se calmerait et reviendrait pour le dîner. Christine et moi avions déjà eu des moments difficiles. 27 ans de mariage vous donnent quelques tempêtes, surtout après que les enfants aient quitté la maison. Vous commencez à réaliser à quel point la maison est vraiment silencieuse. Elle avait été distante pendant des mois. Bien sûr, elle avait changé le mot de passe de son téléphone, commencé à acheter des crèmes pour la peau chère, de nouveaux vêtements, et commencé à dire des choses comme « j'ai gâché tellement de ma vie à m'occuper de tout le monde ». Mais je me répétais que les mariages traversaient des saisons. C'est ce que font les gens de notre âge. Nous expliquons les choses parce que l'alternative semble trop dangereuse. 10 minutes après le départ de Christine, Émilie a remarqué l'iPad posé à côté de la coupe de fruits. Elle a oublié ça. J'ai jeté un coup d'œil, probablement pas important. Puis l'écran s'est allumé. Juste un aperçu de message. J'ai hâte de ne plus avoir à faire semblant avec lui. J'ai senti quelque chose de froid me traverser la poitrine. Émilie l'a vu aussi. Aucun de nous n'a parlé pendant peut-être 5 bonnes secondes. « Papa » a-t-elle dit avec précaution. J'ai pris l'iPad avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Pas d'écran de verrouillage, pas de mot de passe, rien. Et juste là, il y avait un fil de message avec quelqu'un nommé Marc. Au début, mon cerveau a essayé de trouver des explications innocentes, collègues, amis, membres de la famille. Puis j'ai ouvert les messages et tout mon mariage a commencé à s'effondrer, une capture d'écran à la fois. Réservation d'hôtel à Lyon. Photo, blague d'initié, message sur moi. Mon Dieu, c'était la pire partie. Pas même l'aventure elle-même. Les blagues. Marc disant, il porte toujours ses vieilles baskets ringardes, et Christine répondant chaque jour. Des émojis rire après. 27 ans ensemble et apparemment j'étais devenu quelqu'un dont il se moquait entre 2 séjours à l'hôtel. Je me suis effondré sur la table de la cuisine. La même table où nous aidions Émilie avec ses devoirs d'algèbre. La même table où Christine a pleuré après le décès de sa mère. La même table où nous planifions des vacances que nous n'avons jamais prises parce que quelque chose avait toujours besoin d'être réparé dans la maison.
Émilie s'est tenue silencieusement derrière moi pendant que je continuais à faire défiler. Bail d'appartement, liste de déménagement, transfert de services publics, 8 mois de messages, 8 mois. Ce n'était pas un effondrement émotionnel. Ce n'était pas soudain. Elle me quittait pièce par pièce depuis près d'1 an. J'ai aussi trouvé une publication Facebook programmée. Pas encore publiée. Programmée pour le mardi matin. Un selfie de Christine souriante dans un restaurant sur le toit en centre-ville. Marque à peine visible dans le reflet derrière elle. Légende, parfois, se choisir soi-même est la chose la plus courageuse qu'une femme puisse faire. J'ai fermé les yeux en lisant cela parce que soudain, des dizaines de petits moments ont commencé à s'aligner dans ma tête comme des dominos. Les nuits où elle souriait à son téléphone, les rendez-vous chez le thérapeute, la façon dont elle s'éloignait quand je la touchais au lit, l'intérêt soudain pour l'exercice, le nouveau parfum. Je me suis souvenu d'une nuit l'hiver dernier où j'avais demandé si tout allait bien. Elle m'avait regardé droit dans les yeux et avait dit « Je suis juste stressée, David ». Et je l'avais cru. Parce que quand vous avez aimé quelqu'un pendant presque 30 ans, lui faire confiance devient automatique, comme respirer. Émilie a finalement parlé. Je pense que cela a commencé bien avant Noël. Sa voix s'est brisée un peu en disant cela. Cela a fait presque plus mal que les messages. Non seulement perdre ma femme, mais regarder ma fille réaliser que sa mère nous avait menti à tous les deux. J'ai continué à faire défiler, même si chaque nouveau message donnait l'impression de recevoir un coup de poing lent. Marc me qualifiant de « sécurisant ». Christine disant « C'est un homme bon ». Je ne suis juste plus amoureuse. Cette phrase m'est restée. Parce qu'il n'y a pas de défense contre cette phrase. Si quelqu'un dit que vous êtes cruel, peut-être pouvez-vous changer. S'ils disent que vous avez échoué d'une manière ou d'une autre, peut-être pouvez-vous réparer. Mais, homme bon, juste pas assez. Ça vous vide de l'intérieur. Le café à côté de moi avait refroidi. Dehors, quelqu'un à proximité a commencé à tondre sa pelouse. La vie normale continuait pendant que la mienne se vidait silencieusement sur l'écran d'un iPad. J'ai fixé la porte d'entrée par laquelle Christine était sortie, portant cette valise bleue. Puis j'ai regardé les messages à nouveau. 27 ans. Et j'étais le seul à croire encore que nous étions heureux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la suivante. Peut-être me suis-je assoupi 20 minutes à la fois dans le fauteuil inclinable en bas, mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce message. J'ai hâte de ne plus avoir à faire semblant avec lui. C'est drôle avec la trahison, votre cerveau continue d'essayer de négocier avec elle, même après que la preuve soit là, sous vos yeux. Vers 3 heures du matin, je me suis surpris à lui trouver des excuses. Peut-être que ce n'était pas physique au début. Peut-être a-t-elle été manipulée. Peut-être a-t-elle paniqué. Peut-être. Puis je me souvenais du bail de l'appartement, des 8 mois, des blagues, et la réalité me frappait de nouveau. Le mardi matin, la maison semblait déjà différente. Trop silencieuse, comme une chambre d'hôtel après le départ. Émilie est restée quelques jours de plus au lieu de retourner au campus. Elle continuait de prétendre qu'elle devait aider à organiser des documents, mais je savais qu'elle s'inquiétait de me laisser seule. Je l'ai appréciée plus que je ne l'ai dit. Nous sommes restés à la table de la cuisine la plupart de l'après-midi, à parcourir les relevés bancaires et les captures d'écran de l'iPad. Pas parce que je voulais me venger, pas encore. Honnêtement, je n'y pensais même pas encore. Je voulais juste comprendre ce qui s'était passé. C'est la partie que personne ne vous dit après qu'un long mariage se brise. La confusion devient presque physique. Vous commencez à rejouer des années entières comme des images de caméras de surveillance, cherchant le moment exact où les choses ont cessé d'être réelles. Émilie a surligné des transactions avec un marqueur jaune pendant que je regardais par la fenêtre. Papa, a-t-elle finalement dit doucement, maman a déplacé de l'argent. J'ai regardé. Elle m'a glissé un relevé bancaire. De petits virements au début, 200 € ici, 500 là, puis des plus gros, sur un compte séparé, pendant des mois. Elle nous disait que l'inflation lui ruinait sa carte de crédit, a marmonné Émilie. J'ai frotté mes 2 mains sur mon visage. Christine s'occupait de la plupart du budget du ménage après que j'ai vendu mon entreprise de CVC 3 ans plus tôt. Je lui faisais entièrement confiance. Je ne vérifiais jamais de près. Les gens mariés arrêtent de vérifier mutuellement leur compte après suffisamment de temps.
C'est juste la réalité. Émilie a ouvert un autre dossier sur l'iPad. Reçu. Réservation d'hôtel à Lyon. Dépenses de restaurant. Achat de bijoux. Un blouson en cuir dont je savais pertinemment qu'il n'était pas pour moi car je n'avais pas porté de cuir depuis 1987. Puis nous avons finalement trouvé le nom complet de Marc Duval, 49 ans, vendeur de bateaux, divorcé 2 fois. Et cela m'a en quelque sorte rendu encore plus malade parce que j'avais imaginé quelqu'un d'impressionnant. Un chirurgien, un avocat, un riche homme d'affaires élégant qui aurait emporté Christine. Pas un vendeur d'âge moyen postant des selfies de salle de sport à côté de bateaux pontons. Je me souviens avoir ri une fois en voyant sa photo de profil. Pas parce que c'était drôle. C'était juste absurde. Ce type, ça valait le coup de faire exploser 27 ans pour ça. Émilie n'a pas ri. Elle a vraiment tout gâché pour ce minable. Je n'ai pas répondu parce qu'au fond, je savais que l'aventure n'était pas vraiment à propos de Marc. C'était à propos de Christine qui voulait devenir quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'elle avait décidé que je lui rappelais trop la vie qu'elle ne voulait plus. Cette prise de conscience a fait plus mal que la jalousie. Vers l'heure du dîner, Émilie a réchauffé des lasagnes surgelées pendant que je continuais à parcourir des messages que j'aurais dû arrêter de lire des heures plus tôt. Puis j'ai trouvé les rendez-vous chez le thérapeute, ou ce que je croyais être des rendez-vous chez le thérapeute. Chaque jeudi après-midi pendant près de 7 mois, Christine me disait qu'elle voyait un thérapeute à Versailles parce qu'elle se sentait perdue émotionnellement. Je me souviens d'être resté assis à côté d'elle un soir pendant qu'elle pleurait doucement sur le canapé. Je lui ai tenu la main pendant plus d'1 heure. Je lui ai dit que nous traverserions ça ensemble, quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai fait le plein de sa voiture avant son rendez-vous parce qu'elle avait l'air épuisée. Il s'est avéré qu'elle passait cet après-midi-là dans un hôtel Mercure avec Marc. Je me suis levé si vite que ma chaise a failli basculer en arrière. Émilie a levé les yeux immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tendu l'iPad sans parler. Elle a lu silencieusement pendant peut-être 30 secondes avant de murmurer « Oh mon Dieu !» Je suis sorti au garage avant qu'elle ne puisse voir mon visage. Je suis resté là, parmi les vieux pots de peinture et le matériel de pêche, essayant de ne pas m'effondrer complètement. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement craqué. Pas le sexe, pas le mensonge, le fait qu'elle m'ait laissé la consoler après. Cette partie m'a anéanti. Un peu plus tard, Émilie est entrée dans le garage, tenant 2 bières. Une pour le choc, a-t-elle dit doucement. J'ai presque souri. Presque. Nous nous sommes assis sur de vieilles chaises pliantes à côté de ma boîte à outils pendant que la pluie commençait à taper légèrement contre la porte du garage. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas, a demandé Émilie. J'ai fixé le sol en béton pendant longtemps avant de répondre. Je ne sais pas comment arrêter si vite. Elle a hoché la tête lentement comme si elle comprenait, même si j'espérais qu'elle ne comprendrait jamais. Puis elle a dit quelque chose dont je me souviens encore mot pour mot. Papa, elle a déjà détruit cette famille. Tu n'as plus à la protéger. Cela m'a frappé fort parce qu'elle avait raison. Et je détestais qu'elle ait raison. Plus tard cette nuit-là, après qu'Émilie soit montée à l'étage, j'ai continué à fouiller les messages seul. Une partie de moi voulait me punir avec la vérité. C'est là que tout a de nouveau basculé. J'ai trouvé des captures d'écran que Marc avait envoyées à une autre femme, une femme plus jeune de Bordeaux. Au début, j'ai cru que j'avais mal compris la conversation. Puis j'ai vu clairement les messages. Christine est mignonne, mais soyons sérieux. Elle pense que je suis sa deuxième chance. Un autre message. Honnêtement, elle est mon plan de retraite avec de belles jambes. J'ai juste fixé l'écran. Cet homme se moquait de Christine exactement de la même manière qu'il se moquait de moi. Et Dieu me pardonne. Mon premier instinct a été de la prévenir. J'ai même pris mon téléphone, j'ai commencé à taper son numéro. Puis j'ai entendu Émilie pleurer à l'étage. Doucement au début, puis plus fort. J'ai reposé le téléphone parce que soudain, j'ai compris quelque chose d'horrible. Christine ne m'avait pas seulement quitté. Elle avait aussi détruit le sentiment de foyer de notre fille. Vers minuit, j'ai conduit sans but à travers la ville parce que je ne pouvais plus supporter d'être à l'intérieur de la maison. Je me suis garé devant un supermarché Monoprix près de la rue de la Paix, le moteur tournant. Et là, seul dans mon camion sous ces horribles lumières du parking,
j'ai écouté un dernier message vocal que Christine avait envoyé à Marc. Sa voix semblait plus jeune, plus légère, heureuse. J'ai hâte de commencer enfin ma vraie vie avec toi. Je ne me souviens pas avoir pleuré au début, juste d'être resté assis là à serrer le volant pendant que les larmes tombaient sur mon jean une à une. Comme si mon corps avait finalement accepté quelque chose que mon esprit ne pouvait toujours pas. Ma femme était partie bien avant que cette valise bleue ne roule sur le sol de la cuisine. Environ une semaine après le départ de Christine, elle a officialisé la séparation en ligne. Dimanche matin, 9h13. Je me souviens parce que j'étais assis dans mon fauteuil inclinable à regarder à moitié une rediffusion d'un match de l'OM quand mon téléphone a commencé à bourdonner comme un fou. Des amis, des voisins, 2 cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Même Charles Mercier de l'église qui tape encore avec un seul doigt et réussit d'une manière ou d'une autre à envoyer chaque texte en majuscule. La publication Facebook de Christine était déjà partout. Une photo d'elle debout devant la terrasse d'un restaurant en centre-ville, souriant au soleil comme si elle venait de survivre à une catastrophe naturelle. Légende, parfois, s'éloigner de ce qui vous blesse est le premier pas vers la guérison. Rien de techniquement faux. C'est ce qui rendait cela intelligent. Pas d'aventure mentionnée, pas de marque, pas de détails, juste assez de langage émotionnel vague pour que les gens comblent les blancs eux-mêmes. Et les gens le font toujours. Le lundi après-midi, je sentais déjà que cela se produisait. Au Monoprix, une femme âgée que je connaissais depuis 15 ans m'a fait un de ces sourires de pitié prudent. À l'église, 2 couples se sont soudainement montrés très intéressés par le fait de se resservir en café quand je me suis approché d'eux. Personne n'a posé de questions directement, mais je sentais l'hypothèse qui planait dans l'air. Christine est partie. Par conséquent, David a dû échouer d'une manière ou d'une autre. Cette partie m'a surpris plus que je ne l'attendais. Vous passez des décennies à croire que votre réputation se construit par les actions. Il s'avère que les gens réécrivent tout votre mariage en 48 heures si l'histoire semble suffisamment émotionnelle. Émilie l'a vu aussi. Elle se pose en victime avant que quiconque n'apprenne la vérité, a-t-elle dit un soir. Nous étions assis au comptoir de la cuisine, mangeant un plat à emporter d'un restaurant chinois que nous n'aimions pas beaucoup. Le bon restaurant près de la rue Pasteur était fermé le lundi. J'ai haussé les épaules avec lassitude. Peut-être que c'est comme ça qu'elle le voit. Émilie a claqué ses baguettes. Non, papa. Arrête de faire ça. Faire quoi? Lui trouver des excuses. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, mais honnêtement, je n'avais plus grand-chose à dire car la vérité était compliquée. Christine m'avait trahi. Mais je me souvenais aussi de sa bonne version. La femme qui était assise à côté de mon lit d'hôpital après mon opération de la vésicule biliaire. La femme qui a conduit toute la nuit sous la neige quand mon père est décédé subitement dans le centre de la France. On n'efface pas 27 ans du jour au lendemain, même quand on devrait peut-être le faire. Quelques jours plus tard, Émilie m'a montré une autre capture d'écran qu'elle avait trouvée enfouie dans d'anciens messages. Christine parlant à l'une de ses amies. David ne m'a jamais vraiment rendue heureuse. Il est sécurisant. C'est différent. Celle-là m'est restée un moment. Sécurisant. C'est drôle comme ce mot peut être insultant après 50 ans. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être sécurisant pour ma famille. Un salaire sûr, un foyer sûr, un mariage sûr. Et quelque part en chemin, sécurisant est apparemment devenu invisible. Cette nuit-là, je me suis longtemps regardé dans le miroir de la salle de bain. Barbe de 3 jours grisonnante, vieux sweatshirt de l'université de Lyon 2, lunettes de lecture qui glissent sur mon nez. J'ai soudain compris à quel point il devait avoir été facile pour Christine de construire une version fantasmée d'elle-même avec quelqu'un de nouveau. Pas de facture, pas de routine, pas de mari vieillissant endormi devant la chaîne météo à 21h30. Juste de l'adrénaline et de l'attention. Le lendemain matin, je me suis fait couper les cheveux, pas une transformation spectaculaire. Je n'essayais pas de devenir une personne différente. J'en avais juste marre de ressembler à un homme qui attend d'être abandonné. Puis j'ai acheté quelques chemises décentes au lieu de la même rotation de chemises à carreaux que je portais depuis la présidence Chirac. Émilie l'a remarqué immédiatement. Eh bien, a-t-elle dit, regarde-toi. J'ai levé les yeux au ciel. Ne commence pas. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle a souri. Et honnêtement, ça faisait du bien. Quelques nuits plus tard,
en parcourant les enregistrements Lydia liés au compte caché que Christine utilisait, j'ai accidentellement trouvé une autre femme. Au début, j'ai cru que c'était une collègue. Puis j'ai vu suffisamment de messages pour réaliser que Marc sortait avec les deux en même temps. Son nom était Rachel, 34 ans, vivait près de Bordeaux. J'ai fixé les messages pendant près de 10 minutes avant de faire quelque chose de complètement hors de mon personnage. Je l'ai contactée. Pas de manière dramatique, juste, vous ne me connaissez pas, mais je pense que nous devrions peut-être parler. Elle a appelé 30 minutes plus tard. Je m'attendais à de la colère. Au lieu de cela, la première chose qu'elle a dite a été, « Attendez, Christine et sa petite amie ». J'ai cligné des yeux. Vous ne saviez pas. Je pensais qu'elle était sa cousine plus âgée ou quelque chose comme ça. J'ai même ri. Le premier vrai rire depuis des semaines. Court, amer, mais réel. Rachel a commencé à reconstituer les chronologies avec moi au téléphone. Les mêmes week-ends, les mêmes excuses, les mêmes restaurants. À un moment donné, elle a marmonné, cet homme a vraiment recyclé des relations entières. L'absurdité de la situation a presque aidé. Presque. Mais après que l'appel ait pris fin, la maison est redevenue lourde parce que rien de tout cela ne changeait ce que Christine avait fait. Vers minuit, je suis passé devant l'ancienne chambre d'Émilie et l'ai entendue pleurer doucement à l'intérieur. Je me suis appuyé contre le mur du couloir, écoutant une seconde. Puis elle a soudainement ouvert la porte. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Elle s'est essuyé le visage rapidement. Oui, nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Elle s'est assise sur le bord du lit un moment avant de dire finalement, la maman qu'elle était, elle me manque. Cette phrase m'a anéanti parce que c'était mon cas aussi. Quelques jours plus tard, Émilie a trouvé un autre document financier. Christine avait emprunté sur une ligne de crédit partagée 6 mois plus tôt. 20 000 €. La majeure partie avait disparu. Problèmes commerciaux de marque, apparemment. Problème de stock de bateaux, commission retardée, difficultés temporaires. Chaque cliché américain incarné par un escroc d'âge moyen. Émilie avait l'air furieuse. Je me sentais juste fatigué. Puis vint la dernière torsion. Le week-end de la Pentecôte. Fête au bord du lac près du lac d'Annecy. Amis communs, quelques membres de la famille, un grand événement social, et Christine prévoyait d'amener Marc publiquement pour la première fois. Émilie m'a regardé de l'autre côté de la cuisine. Tu sais ce qu'ils font, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement. Ils te remplacent. Le dire à voix haute a fait plus mal que de le lire. Cette nuit-là, je suis resté seul dans le garage pendant près d'1 heure. Pas de télévision, pas de radio, juste moi à fixer de vieilles cannes à pêche accrochées au mur. Je n'arrêtais pas de me poser la même question. Qu'est-ce que la vengeance était censée accomplir exactement? Embarrasser Christine? Dévaster Marc? Humilier tout le monde? Rien de tout cela ne me rendrait mon mariage. Mais une autre partie de moi savait aussi quelque chose. Si je restais silencieux, la version de l'histoire de Christine deviendrait la seule version dont les gens se souviendraient. Et peut-être que je pourrais vivre avec des étrangers qui pensent du mal de moi. Mais Émilie ne devrait pas avoir à le faire. Vers 23h30, je me suis rendu à un bureau de la poste près de la rue de Versailles. Le jeune homme derrière le comptoir a à peine levé les yeux pendant que j'imprimais des captures d'écran de l'iPad. Rien de graphique, rien de cruel, juste la vérité, des noms, des dates, des messages. Assez. Tandis que l'imprimante ronronnait à côté de moi, j'ai regardé les papiers dans mes mains et j'ai dit doucement quelque chose que je n'avais pas pleinement réalisé que je portais en moi tout le mois. Si je fais ça, je ne veux pas devenir l'homme qu'elle a dit que j'étais. Le week-end de la Pentecôte en Auvergne était plus chaud qu'il n'aurait dû l'être. Une de ces épaisses après-midi du sud où votre chemise colle à votre dos avant midi et chaque glacière de France sent légèrement la glace fondue et la bière bon marché. La maison du lac était sur une pente au-dessus du lac d'Annecy. Grande terrasse enveloppante. Bateau ponton attaché près du quai. Musique country flottant depuis des haut-parleurs extérieurs que quelqu'un avait mal montés sous le toit de la véranda. Des choses normales de vacances en France. Des burgers fumant sur le grill. De la salade de pommes de terre suant dans des bols en plastique. Des couples plus âgés faisant semblant de ne pas potiner tout en potinant absolument. Émilie était assise à côté de moi dans le camion pendant que nous nous garions le long de l'allée de gravier.
Tu es sûr, a-t-elle demandé doucement. Non, pas du tout. Mais j'ai hoché la tête quand même. Au moment où nous sommes sortis, les conversations ont changé. Pas complètement arrêtées, juste déviées. Comme si les gens se souvenaient soudain qu'ils se tenaient trop près de quelque chose d'inconfortable. Christine nous a repéré la première. Même de l'autre côté du jardin, j'ai vu le choc frapper son visage, puis la panique, puis la colère. Marc se tenait à côté d'elle, en short cargo et lunettes de soleil miroir, tenant une bière comme s'il possédait la propriété. Pendant une étrange seconde, les voir ensemble en plein jour a presque rendu toute l'affaire plus petite, en quelque sorte, moins romantique. Juste deux personnes d'âge moyen debout près d'une table pliante pleine de pain à hot dog. Émilie marchait à côté de moi, les épaules bien droites. Je détestais qu'elle doive être là pour tout ça. Christine est venue vers nous rapidement. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Pas de bonjour, pas de comment ça va ? » Directement la peur. J'ai gardé ma voix calme. Nous devons parler. Marc s'est approché lentement derrière elle avec cette fausse décontraction que certains hommes utilisent quand ils sont nerveux en dessous. « Vous avez un problème, mon ami ?» a-t-il demandé. « Mon ami ?» Ce mot m'a presque fait sourire. Je l'ai regardé une seconde avant de répondre. « En fait, Marc, je pense que tu en as plusieurs. » Christine s'est immédiatement interposée entre nous. « David, pas ici. » Et honnêtement, pendant environ 10 secondes, j'ai failli l'écouter parce qu'une partie de moi voulait encore protéger sa dignité, même après tout. C'est la partie malade d'aimer quelqu'un pendant des décennies. Vos instincts ne se mettent pas à jour aussi vite que la trahison. J'ai fait un signe vers le quai. Juste 5 minutes en privé. Christine a hésité, puis m'a suivi vers l'eau. Plus nous nous éloignons du bruit de la fête, plus elle avait l'air nerveuse. Finalement, elle a croisé les bras. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» J'ai regardé le lac un instant avant de répondre. « Je sais pour Marc. » Son visage s'est durci instantanément. Je m'en doutais. « Non, ai-je dit doucement. Tu ne comprends pas. Je sais tout. » Cela l'a un peu secoué. Je pouvais la voir essayer de calculer l'étendue de ce que je savais réellement. Chambre d'hôtel, argent, message, l'appartement, tout cela. Pour la première fois depuis son départ, Christine avait l'air incertaine au lieu d'être droite dans ses bottes. « David, il t'utilise. » Cela est sorti plus triste qu'en colère. « Non » a-t-elle claqué immédiatement. « Ne fais pas ça. Pas maintenant. Je suis sérieuse. Il m'aime. » J'ai presque ri à cela. Presque. Au lieu de cela, j'ai pris dans la chemise sous mon bras et je lui ai tendu 2 captures d'écran imprimées. Je l'ai regardé parcourir la page des yeux, puis s'arrêter, puis relire, plus lentement. Plan de retraite avec de belles jambes. La couleur a fui son visage si vite que ça m'a un peu effrayé. Ce n'est pas, il y en a plus. Elle avait l'air physiquement instable maintenant. Bien. Pensée cruelle, mais vraie. Pendant des mois, j'avais été la seule personne à me noyer dans cette affaire. Marc est soudainement apparu à mi-chemin sur le quai. « Tout va bien ici ?» Christine a plié les papiers rapidement. Trop rapidement. Marc l'a immédiatement remarqué. « Qu'est-ce que c'est ?»« Rien » a dit Christine. Il m'a alors regardé. « Vraiment ?» Il m'a regardé. Et je pense que c'est là qu'il a réalisé que je n'étais pas là pour supplier. Toute sa posture a changé. « Tu dois partir » a-t-il dit. Je suis resté calme. Non. Tu te couvres de ridicule. Cette phrase a finalement fait mouche. Pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'elle était drôle. Cet homme avait couché avec ma femme, lui avait emprunté de l'argent, s'était moqué d'elle derrière son dos, sortait avec une autre femme en même temps, et pensait toujours que j'étais le ridicule. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Rachel sait-elle que tu es ici ? Tout a changé après cette phrase. Son visage a tressailli immédiatement. Petite réaction, mais suffisante. Christine l'a vu aussi. « Qui est Rachel ?» a-t-elle demandé lentement. Marc a répondu beaucoup trop vite. « Personne. » Puis Émilie est apparue près du haut du quai, à côté du frère de Christine, Philippe. Et derrière eux, Rachel. Marc est devenu pâle.
réellement pâle. Je ne l'oublierai jamais. Rachel a croisé les bras et a crié, « Tu m'as dit que c'était ta tante, espèce de psychopathe. » Plusieurs personnes sur la terrasse se sont maintenant entièrement tournées vers nous. La musique jouait toujours doucement derrière eux. Une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman flottant sur le lac pendant que 4 vies explosaient en public. Christine a regardé Marc et Rachel alternativement, comme si son cerveau ne pouvait physiquement pas traiter l'information assez vite. « Tu m'as dit que tu m'aimais » a-t-elle murmuré. Marc a immédiatement changé de stratégie. « Christine, ma puce, écoute. »« Ne m'appelle pas comme ça » a claqué Rachel. Puis Philippe s'est avancé, tenant les captures d'écran imprimées qu'Émilie lui avait tendues. Philippe a lu silencieusement pendant peut-être 10 secondes avant de marmonner, « Mon Dieu. » C'était ça. C'était le moment où toute la fête a changé. Les gens ont arrêté de faire semblant de ne pas regarder. Les conversations sont mortes. Quelqu'un a doucement éteint la musique. Marc a commencé à parler plus vite et plus fort, essayant de reprendre le contrôle. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Réplique classique. Réplique inutile. Rachel a ri au nez. Oh, c'est exactement ce que ça a l'air. Marc s'est soudainement tourné vers l'allée comme s'il pouvait réellement s'échapper physiquement de la situation. Il est monté dans une voiturette de golf garée près de la maison et l'a reculée trop vite. La voiturette a percuté de plein fouet une table pliante couverte de canettes de bière et de salade de pâtes. Tout a basculé. La bière a explosé partout. La salade de pommes de terre a atterri sur la chaise de jardin de quelqu'un. Un vieil homme a même crié « Zut alors !» Et pendant une étrange seconde, toute la scène est devenue si ridicule que j'ai presque oublié à quel point cela faisait mal. Marc est sorti en jurant tandis que les gens reculaient devant le désordre. Christine est restée là à le fixer. Pas de larmes, pas de cris, juste le fixer comme si la réalité l'avait enfin rattrapé. Je me suis approché lentement et j'ai tendu à Philippe la dernière enveloppe. Virement bancaire, document de ligne de crédit, reçu d'hôtel, assez de vérité pour enterrer la fantaisie définitivement. Christine m'a regardé alors, m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des semaines. Pas comme le mari ennuyeux, pas comme l'obstacle, juste moi. Fatigué, humilié, blessé et fini. David, a-t-elle murmuré. J'ai secoué doucement la tête. Christine, tu ne t'es pas choisi toi-même. J'ai marqué une pause. Tu as choisi un mensonge. Personne n'a rien dit après cela. Même le lac semblait silencieux. Puis j'ai ajouté une dernière chose. Les comptes joints restants sont désormais protégés légalement. Mon avocat a déjà tout. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Pas de la cupidité, mais de la peur, la réalité. Je me suis retourné et je suis revenu vers le camion à côté d'Émilie. Pas de sortie dramatique, pas de cris, juste de l'épuisement. Et derrière moi, j'entendais le son d'une vie qui s'effondrait et qui n'était plus seulement la mienne. L'étrange chose avec l'humiliation, c'est la durée de son écho après que tout le monde ait cessé d'en parler. À la fin de l'été, la fête du lac était déjà devenue une de ces histoires pour lesquelles les gens baissaient la voix lors des barbecues. Personne n'en parlait directement autour de moi, mais je le sentais encore parfois. Une pause qui durait une demi-seconde de trop. Un regard, un sourire gêné à l'église. Les gens n'étaient pas cruels. Honnêtement, la plupart essayaient probablement d'être gentils. Mais après 27 ans de mariage, devenir ce type divorcé à la fin de la cinquantaine, c'est comme se promener en portant les vêtements de quelqu'un d'autre. Rien ne va plus. Le divorce a traîné pendant des mois. Papier, avocat, déclaration financière, disputes silencieuses sur des choses dont aucun de nous ne se souciait auparavant. La maison, les comptes de retraite, les virements cachés de Christine, la ligne de crédit partagée qu'elle avait utilisée pour aider Marc temporairement. Il s'est avéré que la version temporaire de Marc signifiait plusieurs femmes finançant le même mode de vie qui coulait. Après la fête du lac, il a rapidement disparu, numéro bloqué, réseaux sociaux supprimés. Apparemment, Rachel n'était pas la seule relation superposée non plus. J'aurais dû me sentir satisfait en entendant cela. Principalement, je me sentais juste fatigué. Les premiers mois seuls ont été plus difficiles que prévu. Pas dramatiquement difficiles. Difficiles en silence. Marcher seul dans un carrefour et réaliser que personne n'avait envoyé de SMS pour demander de prendre de la crème pour le café,
regarder le football dans un salon silencieux, manger des restes directement du récipient parce que cuisiner pour une seule personne semble inutile. J'ai commencé à dormir avec la télévision allumée en bas parce que la chambre vide à l'étage semblait anormale. Un jeudi soir, j'ai accidentellement fait trop de spaghettis par habitude et j'ai dû m'asseoir après parce que ça m'a frappé si soudainement. C'est ce qu'est vraiment le deuil à notre âge. Pas des discours dramatiques, mais la mémoire musculaire. Émilie appelait presque tous les soirs après les cours. Parfois nous parlions du divorce, parfois non. Un soir, elle a demandé, « Tu regrettes de les avoir exposés ?» J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. Non. Puis j'ai ajouté, « Mais je n'en tire aucune joie non plus, parce que c'était la vérité que personne de plus jeune ne comprend encore vraiment. La vengeance ne vous guérit pas. Elle arrête juste l'hémorragie assez longtemps pour que la guérison puisse peut-être commencer. » Vers octobre, j'ai recommencé à aller régulièrement à l'église, pas parce que j'étais soudainement devenu plus sage. Honnêtement, j'y allais principalement parce que rester seul à la maison chaque dimanche matin me faisait me sentir comme un homme de 80 ans. Une semaine, je suis arrivé en retard et j'ai fini par m'asseoir seul sur le banc arrière. La lumière du soleil traversant les vitraux. Les gens chantant doucement autour de moi. Des familles assises ensemble. Et pour la première fois depuis le départ de Christine, j'ai finalement arrêté d'essayer de rejouer le mariage dans ma tête comme un détective. Plus de recherche du moment exact où tout s'est brisé. Plus d'essais de comprendre si j'avais manqué des signes ou si je les avais ignorés délibérément. Je suis juste resté assis là tranquillement pendant que la chorale chantait. Et d'une manière ou d'une autre, cela semblait plus paisible que tout ce que j'avais ressenti depuis des mois. Quelques semaines plus tard, Christine a appelé. Pas pour les avocats. Pas pour les papiers. Pour elle. Pouvons-nous nous rencontrer, a-t-elle demandé. J'ai failli dire non. Au lieu de cela, nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de la rue de Versailles un mardi après-midi pluvieux. Elle avait l'air plus âgée. Pas terriblement, juste fatiguée, comme si la vie avait enfin retiré l'éclairage fantastique sous lequel elle vivait. Nous sommes restés assis là maladroitement pendant presque une minute entière avant qu'elle ne parle. Marc est parti. J'ai hoché la tête une fois. Je m'en doutais. Il a menti sur tout. J'ai fixé mon café. Une partie de moi voulait lui demander si elle s'excusait enfin parce qu'elle avait aussi été blessée. Mais honnêtement, je connaissais déjà la réponse. Les yeux de Christine se sont remplis lentement. J'ai fait une terrible erreur. C'était ça. La phrase que j'avais imaginé entendre pendant des mois. Et étrangement, quand elle est finalement venue, elle ne m'a pas semblé victorieuse. Juste triste. J'ai regardé cette femme que j'avais passé la majeure partie de ma vie adulte à aimer. La femme qui savait d'où venait chaque cicatrice sur mon corps. La femme qui s'endormait à moitié pendant les films avec sa main sur mon bras. Et j'ai réalisé quelque chose de douloureux. On peut manquer profondément à quelqu'un et savoir qu'il n'a plus sa place dans sa vie. Tu n'as pas fait une erreur, Christine, ai-je dit doucement. Tu as fait un choix. Maintenant, nous vivons tous les deux avec. Elle a pleuré après cela, pas bruyamment. Juste de petites larmes épuisées dans une serviette en papier. 10 ans plus tôt, j'aurais probablement tendu la main sur la table. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Émilie a appelé. Comment ça s'est passé? Je me suis appuyé sur mon fauteuil inclinable et j'ai regardé le salon silencieux. Un silence différent maintenant. Pas bon, exactement, mais honnête. Je pense que ta mère a finalement rencontré la réalité, ai-je dit. Émilie est restée silencieuse une seconde. Puis elle a demandé doucement, et toi? J'y ai réfléchi aussi. La réponse m'a un peu surpris. Je pense que moi aussi. L'hiver est venu lentement après cela. J'ai recommencé à pêcher avec un vieil ami du travail. J'ai aidé mon voisin François à reconstruire une partie de sa terrasse avant que la neige ne tombe. J'ai recommencé à dormir à l'étage au lieu de me cacher dans le fauteuil inclinable en bas. De petites choses, mais les petites choses sont la façon dont les gens reconstruisent leur vie à cet âge. Pas de transformation gigantesque, juste un mouvement constant. Un soir près de Noël, j'ai finalement ouvert la chemise cartonnée contenant toutes les captures d'écran imprimées de l'iPad. Les messages, les reçus, les photos, les preuves, le rapport d'autopsie complet de mon mariage, posé dans une chemise cartonnée.
Je l'ai porté dans la cuisine tandis que la neige tombait doucement devant la fenêtre. Puis je me suis assis à la même table où tout cela avait commencé. Lentement, une page à la fois, j'ai tout passé au broyeur à côté du comptoir. Non pas parce que Christine méritait le pardon. Non pas parce que j'avais oublié, car je n'avais pas oublié. Mais parce que je ne voulais plus continuer à vivre là-dedans. Quand la dernière page a disparu, je suis resté là, écoutant la machine ronronner doucement. Puis j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai dit quelque chose à voix haute, que je commençais enfin à croire. J'ai passé 27 ans à construire un foyer. Elle a passé 8 mois à prévoir de partir. J'ai marqué une pause. Ça m'a pris du temps, mais j'ai finalement déménagé de cette maison aussi. La paix n'est pas bruyante, mais elle est honnête.